Je me présente, je suis médecin de formation, je suis pneumo-oncologue, je travaille à Créteil et je travaille également dans une unité INSERM sur Créteil je suis plus particulièrement spécialisé en analyse médico-économique. Alors, voici mes liens d'intérêt. Alors, à quoi sert l'analyse médico-économique? En fait, en médecine, on va beaucoup parler de la médecine. L'analyse médico-économique a comme objectif principal de comparer deux stratégies. Là, sur cette diapositive, il y a marqué que c'est des stratégies thérapeutiques, mais ça peut être également des stratégies diagnostiques, ça peut être des stratégies de santé publique. En fait, ce qui est important, c'est qu'on va les comparer non pas seulement en termes d'efficacité, mais on va essayer également, en parallèle, de mettre à côté de l'efficacité obtenue un coût. Alors, comment on calcule l'efficacité? Ça peut être bien sûr les effets cliniques, c'est la quantité de vie qu'on va gagner, mais ça peut être également la qualité de vie. Ça peut, lorsqu'on fait des stratégies diagnostiques, être le nombre de diagnostics réalisés avec une stratégie A comparée à la stratégie B. Et en parallèle, on va mettre des coûts. Alors, vous avez ce que je vous ai dit qui est synthétisé dans le schéma qui est là. On a une stratégie A, une stratégie B. La stratégie A nous permet d'obtenir un certain nombre de résultats de santé, que ce soit qualitatifs ou quantitatifs. La stratégie B nous permet d'obtenir un certain nombre de résultats, là aussi qualitatifs ou quantitatifs. On a un différentiel entre les deux stratégies. On a mobilisé des ressources pour A, on a mobilisé des ressources pour B. Et l'objectif qu'on va avoir, c'est de savoir si les ressources, le différentiel de ressources qu'on a mobilisé est pertinent pour le différentiel de résultats de santé qu'on va obtenir. C'est vraiment la base de ce qu'on fait au quotidien quand on fait des analyses médico-économiques. C'est combien on mobilise en plus ou en moins pour quel résultat en termes de résultats de santé. Et ceci se traduit par ce qu'on appelle l'estimation du ratio différentiel coût-résultat, qui est en français le RDCR, et dans les publications anglo-saxonnes, c'est l'ICER, c'est l'Incremental Cost Effectiveness Ratio que vous allez voir dans les publications. Et l'ICER, c'est ça, c'est la différence de coût sur la différence de quantité. Et un des obstacles, une des limites des analyses médico-économiques, c'est quelle valeur seuil en tant que société on accepte, quelle est la valeur seuil pour laquelle on peut dire qu'une action est ou n'est pas coût efficace. Et vous allez voir, je reviendrai sur cette histoire de valeur seuil, mais pour l'instant, une des valeurs seuil qui traîne, c'est 50 000 € par année de vie en bonne santé, en quali, mais je reviendrai un peu sur ces deux notions. Alors, lorsqu'on veut réaliser une évaluation médico-économique, on a toute une méthodologie à suivre qui est assez bien codifiée aujourd'hui et qui comprend un certain nombre d'étapes. Pour ceux que ça intéresse, on a l'HAS qui a fait un guide de l'évaluation médico-économique et qui a, il y a quelques années déjà, puisque ça date d'octobre 2011, je crois, décrit la démarche qu'il convient de suivre lorsqu'on veut se lancer dans une analyse médico-économique. Alors, on a plusieurs types d'évaluation médico-économique. Alors, la plus simple, mais qui est peu utilisée parce que en définitive,
c'est pas intéressant, c'est assez facile, enfin c'est assez basique, donc ça aboutit rarement à des travaux publiables. C'est lorsque vous avez deux stratégies qui donnent exactement le même résultat. Donc si vous avez par exemple un test qui permet de faire le diagnostic de 15 cancers du poumon et qui vaut 1 euro, et un autre test qui est plus cher et qui permet également de faire le diagnostic de 15 cancers du poumon, c'est-à-dire lorsque vous avez le même résultat, c'est assez clair que vous allez prendre le test qui vaut le moins cher. Donc c'est ce qu'on appelle une hypothèse d'équivalence d'efficacité. Vous avez deux stratégies qui aboutissent au même résultat. Ben, vous prenez la stratégie qui a les coûts les moins importants. Donc ça s'appelle une minimisation des coûts. C'est très peu utilisé parce que c'est du bon sens. Et il y a un autre type d'analyse qui est très peu utilisé, c'est ce qu'on appelle les analyses coût-bénéfice, parce que là, je rentrerai pas dans les détails de ce type d'analyse, parce que là, c'est une analyse purement économique. C'est plus nos collègues économistes, et pas économistes de la santé, mais économistes purs et durs qui font ce type d'analyse coût-bénéfice. C'est des analyses où on accepte d'avoir un résultat équivalent un résultat inférieur si on fait une grosse économie. En particulier, en termes économiques, on peut accepter que certaines personnes ne bénéficient pas de la stratégie qu'on va mettre en place, donc que ce soit délétère pour un certain nombre de personnes, si le bénéfice qu'on en retire en termes d'économie de ressources est important. Donc vous voyez bien que là, c'est pas du tout une vision médicale où a priori, dans le cadre d'un essai ou dans le cadre d'une stratégie, il nous est très difficile en tant que professionnel de santé d'accepter qu'une partie du groupe, une partie de la population ne bénéficie pas de la nouvelle stratégie. Donc le coût-bénéfice, on l'utilise très peu. Ce qu'on utilise beaucoup, c'est le coût-efficacité et les analyses coût-efficacité et les analyses coût-utilité. Et je reviendrai là-dessus dans la diapositive suivante, mais dans les deux cas, c'est à chaque fois, on teste une nouvelle stratégie qui est censée améliorer l'efficacité en termes de résultats de santé, que ce soit pour le coût efficacité ou le coût utilité. Alors comment on choisit? Bon, je vais peut-être passer un peu rapidement sur cette diapositive parce que c'est vraiment on pourrait y revenir, mais c'est vraiment lorsqu'on veut faire de l'accès aux médicaments. Alors, je reviens un peu sur ce que j'ai dit. Je vous ai parlé de la minimisation des coûts. On compare des coûts, on considère que l'efficacité clinique est la même. Le coût-efficacité, c'est le supplément de coût par rapport à un supplément d'efficacité. Alors, le supplément d'efficacité, il doit être défini de manière cliniquement pertinente. Je vous ai parlé de l'espérance de vie, je vous ai parlé de la qualité de vie, mais on peut aussi avoir des indicateurs de pharmacologie, des indicateurs de biologie, le nombre de patients pour lesquels on arrive par exemple, à avoir une hémoglobine glycosylée dans le diabète qui se normalise. On peut également avoir uniquement des événements cliniques du moment qui soient cliniquement pertinents. Ici, par exemple, le nombre de jours sans crise d'asthme. Après, il faut que la définition d'une journée de l'unité d'efficacité sans crise d'asthme soit parfaitement bien cadrée. C'est-à-dire comment on définit une journée sans crise d'asthme. Est-ce que c'est une journée sans prise de Ventoline? Est-ce que c'est une journée sans signe fonctionnel, c'est-à-dire le patient ne tousse pas, ne siffle pas? Il faut vraiment que votre critère d'efficacité pour faire une analyse médico-économique propre soit sur le plan clinique pertinent et parfaitement bien défini.
le coût-bénéfice, j'ai dit qu'on n'en parlait pas, et le coût-utilité, qui est donc plus intéressant en général que le coût-efficacité, c'est au-delà du critère quantitatif, c'est tenir compte de la qualité de vie, c'est-à-dire rajouter à la quantité une pondération qualitative. Et lorsqu'on fait ça, donc on appelle ça une analyse coût-utilité. Alors, qu'est-ce que c'est le QALY dont j'ai déjà un peu parlé et dont je vais reparler ensuite? C'est la quantité de vie pondérée par la qualité de vie. C'est résumé ici, le nombre d'années de vie gagnées que multiplie la qualité de vie. Exemple, si un médicament permet de gagner 1 an de vie dans un état, mais avec une qualité de vie qui est estimée par la personne à 0,8, en définitif, l'efficacité en termes de coût-utilité, elle n'est pas d'1 année, mais elle est de 0,8 années. Et ça, le QALY, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que vous voyez qu'on peut, dans le temps, pondérer tout ce qu'on gagne en fonction de l'utilité que la personne met sur le temps gagné. Dans ce schéma-là, vous voyez que, par exemple, la première année, on peut avoir une qualité de vie à 0,5 pour les 2 premières années. Puis ensuite, s'il y a un autre épisode qui arrive dans cette stratégie, il peut y avoir les 2 prochaines années à 0,4 et les 2 années d'après à 0,1, par exemple. Et bien, vous voyez sur ce schéma, si la personne a vécu 6 ans, mais 2 ans à 0,5, donc ça fait plus qu'1 an, 2 ans à 0,4, ça fait plus que 0,8, et 3 ans à 0,1, ça fait plus que 0,3. Ces 6 ans de gains en plus en année de vie se traduisent en QALY par 1 plus 0,1 plus 0,8 plus 0,3, ça fait 2,1. Et donc, vous voyez que les résultats peuvent être complètement différents selon qu'on raisonne en quantité de vie ou selon qu'on pondère en fonction de la qualité de vie. Alors, vous allez me dire, c'est bien gentil, mais comment on détermine la qualité de vie? Alors ça, c'est la notion d'utilité. En fait, on considère que pour essayer d'appréhender notre qualité de vie, en économie, on parle de cette notion d'utilité qui est le degré de satisfaction qu'un individu a à un moment donné. Aujourd'hui, nous, autour de cette table virtuelle, théoriquement, notre quantité, notre utilité, si on devrait avoir une utilité qui est proche entre une échelle de 0 à 1 ou de 0 à 100, qui devrait être proche de 100. Et d'ailleurs, un petit exercice que vous pouvez faire là, chacun de votre côté, et puis vous me direz après, sur le cancer du poumon. Si aujourd'hui vous aviez, chacun de nous avait un cancer du poumon métastatique et que je vous faisais l'annonce que vous aviez un cancer du poumon ou que une personne que vous connaissez a un cancer du poumon avec des métastases et qui n'a pas encore commencé son traitement, pouvez-vous marquer sur un papier, on en reparlera tout à l'heure, à votre avis, sur une échelle de 0 à 100, à quel niveau cette personne va mettre l'utilité de sa situation actuelle de cancer métastatique non traité. Et on fera un tour de table tout à l'heure où vous pouvez peut-être mettre des résultats sur le chat. L'utilité, donc, elle est scorée entre 0, c'est l'état d'essai,
et 1, c'est l'état de parfaite santé. L'utilité, c'est quelque chose de personnel. Il n'y a pas de bonne réponse. Pour une même situation donnée, il y a des gens qui vont mettre des valeurs très différentes. Et lorsqu'on va faire une analyse médico-économique, on va scorer ces utilités pour pouvoir faire une moyenne pour une population donnée qui a le même type de pathologie. Alors, deux précisions importantes. La notion de la notion de santé, c'est une santé définie telle que définit l'OMS, c'est-à-dire c'est pas l'absence de maladie, c'est ni de handicap, c'est vraiment au sens large, c'est-à-dire avec toute la partie interférence sociale. Et le deuxième élément qui est important, c'est que c'est vraiment une perception, j'insiste, subjective. Ça peut dépendre du contexte de l'évaluation. Et on sait très bien que, par exemple, pour une pathologie donnée, je vous ai parlé du cancer du poumon métastatique, les utilités, en moyenne, varient d'un pays à un autre en fonction du contexte. Que les Asiatiques, en Asie, par exemple, en particulier dans les civilisations bouddhistes, les utilités sont totalement différentes des utilités des pays occidentaux à PIB élevé. Alors vous allez me dire, c'est quand même un instrument qui est assez rudimentaire pour juger de la qualité de vie, de mettre un niveau pour une situation donnée entre 0 et 1. C'est vrai, vous avez raison, c'est assez rudimentaire, mais ça marche pas mal. La principale limite, c'est ce que vous voyez ici, c'est toute la discussion de savoir s'il y a des états qui peuvent être considérés pires que la mort. Est-ce que il y a des instants de vie, des situations dans la vie de fort handicap où il faudrait mettre des valeurs négatives. Pour l'instant, les recommandations, c'est ne pas mettre de valeurs négatives, mais on sait, nous, en faisant dans les études, en particulier en cancéro et également sur les maladies neurologiques dégénératives, qu'il y a des états qui, pour certains patients, sont considérés comme devant avoir une utilité inférieure à 0, mais sur le plan méthodologique, on ne sait pas très bien comment on doit traiter ces valeurs négatives. Alors, comment est-ce qu'on mesure l'utilité? On a une échelle qui est super simple, que vous connaissez peut-être, c'est le questionnaire EQ 5D3L. Alors, c'est un questionnaire qui est maintenant admis de manière internationale. Il y a une traduction qui a été faite par Gérard de Pauvreville et Julie Le Chevalier il y a quelques années, qui est utilisée dans de nombreuses études, qui repose sur 5 dimensions, et à chaque fois, donc c'est le 5D, et à chaque fois, on a 3 options de réponse. Vous voyez, les dimensions sont là: la mobilité, l'autonomie, les activités courantes, les douleurs ou les gènes et l'anxiété. Vraiment, c'est vraiment très simple. Donc, on donne ce questionnaire au patient qui doit théoriquement le remplir lui-même. S'il a des troubles pour lire, on peut l'aider. Les recommandations, quand même, c'est qu'il soit plutôt aidé par un aidant familial ou amical, mais pas par le professionnel qui fait l'étude, pas par le professionnel de santé par lequel il est pris en charge. Donc, vous voyez, il répond à ce questionnaire de manière très simple, et on a une correspondance pour toutes les possibilités de réponse. Et par exemple, ici, vous avez une personne qui aurait répondu 1, 1, 1, 1, 2. Son score d'utilité est à 0,91. S'il avait répondu 3, il aurait eu 3 à anxiété dépression. Il aurait eu un score d'utilité un peu plus bas,
inférieur à 0,9, 0,89 à peu près de mémoire. Donc, et ça nous permet, voilà, vous avez ici différentes combinaisons. Les différentes combinaisons aboutissent à des différents scores d'utilité. Chaque pays, il y a toute une démarche internationale qui a été réalisée pour que, comme je vous ai dit, qu'il y avait des différences en fonction des pays, pour que chaque pays le traduise avec et le valide et établisse sa propre correspondance. Par exemple, un 2-1, 2-1 en Angleterre n'aboutira pas forcément exactement au même score à 0,73 d'utilité. Alors, la combinaison de ces 5 questions, 3 réponses, ça donne 243 états de santé. En France, on a pris en compte le fait qu'il puisse avoir des situations pires que le décès, mais sur le plan international, c'est pas accepté pour l'instant. Donc, on a des scores inférieurs à 0, mais lorsqu'on veut publier ou lorsqu'on est dans une étude internationale, ces scores inférieurs à 0 sont rapportés à 0. Et donc, les 25% des états de santé avec des scores d'utilité négatifs, lorsqu'on va dans les études internationales, il faut les ramener à 0. Alors, c'est très grossier comme instrument, hein. C'est peu sensible aux symptômes, on peut le critiquer, mais quand même c'est très intéressant parce que ça donne vraiment une approche qui est assez utile à essayer de pondérer les années de vie par de la qualité. Là, c'est ce que je vous répondais, ce que je vous racontais qu'en Angleterre, par exemple, on est quand même très proche, les mêmes scores n'aboutissent pas forcément au même niveau d'utilité. Donc, il faut vraiment qu'on utilise la version française. Je vous ai mis les références, d'ailleurs, je reviens un peu en arrière pour ceux qui sont intéressés. Je vous avais dit Julie Chevalier et Gérard de Pauvourville, pour ceux qui sont vraiment intéressés par cette démarche de validation de score d'utilité en France. Alors, il y a d'autres possibilités si on veut être plus précis. Il y a le même questionnaire avec toujours les 5 dimensions, mais vous voyez là, on a 5 possibilités de réponses. Toujours sur l'anxiété, dépression, la douleur, les activités courantes, l'autonomie de la personne, la mobilité. Donc, ça nous permet, en ayant 5 niveaux de réponse, d'être un peu plus précis. Ça, c'est en train d'être validé. Je crois que pour l'instant, c'est pas tout à fait validé. Et on peut également, alors je sais pas si vous voyez parce que il me met mon truc, voilà, je l'enlève. Là, il y a une correspondance qui est en train d'être faite, qui vient juste d'être publiée dans Pharmacoeconomics, qui permet lorsqu'on n'a pas pu poser le questionnaire avec 5 réponses, de faire des correspondances entre le 3L et le 5L, toujours dans un contexte français, et ça c'est extrêmement important. Alors, pourquoi ça passe plus? Alors, je reviens un peu donc sur le QALY. Donc là, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Vous voyez ici le patient qui va vivre 9 ans en pleine santé, 1, puis 4 ans avec un événement qui altère fortement sa qualité de vie. Donc son QALY, son année de vie gagnée, son LYG, Life Years Gained en anglais, est de 9 ans, mais son QALY est de 6,5 ans. Là, il vit 4 ans et il meurt brutalement. Le QALY, 4 ans en pleine santé. Le QALY est égal au LIG, au Life Year Gained, c'est 4 ans.
Et là, vous voyez, il vit 8 ans, mais avec un événement qui, en permanence, a réduit sa qualité de vie à 0,5, et il vit 4 ans. Donc, vous voyez très clairement en Qualis, c'est la stratégie A qui permet de gagner 6,5 Qualis, qui est la meilleure par rapport à celle où le patient a vécu 4 ans en bonne santé. Et ces deux-là sont équivalentes, ce qui d'ailleurs est une limite. Est-ce qu'il vaut mieux vivre 4 ans en bonne santé ou 8 ans en santé avec un niveau à 0,5? Bon, là, je vais passer rapidement. Alors, le deuxième élément, lorsqu'on compare une nouvelle stratégie, c'est à quoi on va comparer. Il ne faut pas comparer à une stratégie ancienne, et il faut le choix du comparateur, ça doit être le traitement ou la stratégie la plus utilisée. Mais théoriquement, lorsque vous comparez également, lorsque vous comparez une nouvelle stratégie, vous devez essayer d'identifier toutes les interventions qui sont cliniquement pertinentes dans votre population d'analyse, et il faut essayer de vous comparer cette nouvelle stratégie à toutes les stratégies que vous aurez identifiées. En tout cas, ce qui n'est pas bien, c'est de dire je vais écarter cette stratégie, parce que de temps en temps, il y a des stratégies, par exemple, qui sont très peu coûteuses et qui sont quand même assez efficaces, qui sont utilisées en routine. Vous n'avez pas le droit d'écarter cette stratégie sans le justifier. Normalement, quand vous vous comparez une nouvelle stratégie, vous devez vous comparer à tout le monde. Alors ça, je vais passer parce que c'est pas pertinent pour le cours. La troisième étape, c'est lorsqu'également vous comparez une nouvelle stratégie, c'est de bien choisir votre population d'analyse. Vous n'avez pas le droit de faire en sorte que la population sur laquelle vous allez travailler soit une population sélectionnée. Vous devez choisir la même population qui est prise en charge par la stratégie historique à laquelle vous vous comparez. Si, par exemple, vous avez un traitement sur l'asthme et que vous vous comparez à une stratégie sur l'asthme tout venant, la nouvelle stratégie, vous devez la comparer également sur les patients qui ont un asthme tout venant. Vous n'avez pas le droit de dire, ben non, mais moi, ma nouvelle stratégie, je vais la limiter aux asthmes légers ou je vais la limiter aux asthmes graves. La population doit être identique entre les deux stratégies. Et maintenant, on arrive à la quatrième étape qui sont, donc on a parlé du choix de la population, on a parlé du choix de la méthode, on a parlé des modalités de calcul des utilités. Donc tout ça, c'était sur le versant méthode, utilité, population. Maintenant, ce qui est très important, c'est de parler du coût. Alors les coûts, c'est quelque chose de très compliqué. Il y a plusieurs questions auxquelles il faut faire attention. Il ne faut pas confondre le coût avec le tarif. Par exemple, le tarif d'une numération formule sanguine, est défini par la nomenclature des actes biologiques. Il est, je dis n'importe quoi, de 10 €. Mais ça, c'est un tarif. C'est-à-dire que lorsque vous faites à l'hôpital ou dans un laboratoire de ville, une numération formule sanguine, le tarif que vous allez payer, c'est 10 €. Mais ça n'a rien à voir avec le coût. Le coût de cet acte, il va dépendre de l'endroit où vous allez le faire. Si vous le faites dans un petit labo, dans un village de 10 000 habitants, le coût de cette numération, il est probablement extrêmement différent
si on compte le personnel humain, les réactifs, le transport, l'édition des résultats, parfois on vous l'envoie à la maison avec un timbre, le coût de revient de cet examen, il est totalement différent dans ce laboratoire d'une petite ville par rapport à un énorme hôpital où on passe chaque jour plusieurs centaines de numérations formules sanguines. Donc, il ne faut pas confondre, premièrement, le coût et le tarif. Le tarif, c'est ce qui a été fixé comme valeur de l'examen, alors que le coût de production, il va dépendre de l'endroit où vous êtes, de la structure, de l'organisation qui produit l'examen. Il ne faut pas non plus confondre tarif et coût d'acquisition. Par exemple, on est dans le domaine de la santé, on est dans une économie semi-administrée, c'est-à-dire que lorsque vous achetez un médicament, lorsqu'un hôpital achète un médicament, ou lorsque vous allez acheter un médicament en pharmacie, le prix, vous ne pouvez pas le négocier comme vous pouvez négocier, ou à la marge, comme vous pouvez négocier quand vous êtes un particulier, une voiture, comme vous pouvez négocier une assurance. La plupart des produits de santé sont quand même semi-administrés. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai pour tout, parce que par exemple, pour le matériel médical, lorsqu'on fait des études où la majorité des dépenses, des coûts sont du matériel médical ou paramédical, un lit médicalisé, ça, vous pouvez négocier le prix. Des perfusions, vous pouvez négocier les prix. Donc, vous voyez, c'est vrai pour les médicaments, c'est moins vrai déjà pour les produits, des matériaux médicaux. Ensuite, je vous ai déjà parlé un peu du coût de production. Le coût de production, il faut savoir ce que vous allez mettre dedans lorsque vous allez comparer une stratégie. Est-ce que, par exemple, je reviens à mon exemple de numération formule sanguine, est-ce que vous allez vous mettre au niveau d'un laboratoire et vous allez comparer le coût de la machine qui fait la numération formule sanguine, des réactifs et du papier pour envoyer l'examen et du timbre, ou est-ce que vous allez également prendre en compte les coûts de la structure qui produit la numération formule sanguine, c'est-à-dire un pourcentage du loyer de l'hôpital ou du loyer du petit labo, un pourcentage de l'accueil du secrétariat. Donc vous voyez, tout ça est extrêmement important. Et puis, je reviendrai très rapidement tout à l'heure, il faut bien savoir, et ça c'est essentiel, de quel point de vue on se place. Alors, il faut savoir que dans le domaine de la santé, le point de vue, il peut être extrêmement différent. Moi, en tant qu'hôpital, j'ai plutôt intérêt à faire beaucoup de séjours. Mais, parce que on est aujourd'hui dans une logique de T2A, donc j'ai plutôt intérêt à augmenter le nombre de patients qui passent aux urgences parce que j'aurai plus de forfaits, j'aurai plus de budget. Mais si on se met du point de vue de la sécurité sociale, de l'assurance maladie, elle n'a pas envie que le nombre d'urgences augmente. Si je me mets du point de vue de mon service de pneumologie, j'ai plutôt intérêt que l'activité augmente et pas forcément la qualité de prise en charge. Donc, à chaque fois, il faut savoir, lorsqu'on fait une analyse médico-économique, de quel point de vue on se place. En général, on se place du point de vue de la sécurité sociale. On se place rarement du côté d'un acteur du système de santé. Parfois, et ça c'est encore mieux, on se place du point de vue de la société, ce qui permet de prendre en plus en compte, on va le voir tout à l'heure, les coûts indirects. Ce qu'il faut retenir de cette diapositive, c'est que le plus souvent, en fait, le coût réel d'un produit, on ne le connaît pas.
c'est-à-dire combien ça coûte une numération formule sanguine, on ne le connaît pas. Et de toute façon, ce coût, il est variable en fonction de la structure. Donc, comme on ne le connaît pas, on prend le tarif, ce qui est une approximation moyenne du coût, mais qui n'est pas le coût. On va prendre le tarif d'annumération formule sanguine, on va dire que ça vaut 10 €, puisque c'est ce que rembourse la sécurité sociale, même si c'est pas exactement le vrai coût, puisqu'on a vu qu'il était très variable en fonction d'un endroit à l'autre. Alors ça, j'ai déjà dit. J'ai déjà dit, donc je passe. Alors, théoriquement, si on faisait des analyses extrêmement sophistiquées, si on était des vraies économies de la santé, il faudrait qu'on prenne en compte toute la production du bien ou du service. Donc le temps des personnes, des biens consommables, l'utilisation des biens consommables avec un amortissement, tout ce qui est ressources informationnelles, donc je vais vous parler du timbre, et tout ce qui est autour de la production. Mais ça, on le fait pas. En santé, ce qu'on fait, c'est que on fait très simple. On prend en général, ce que je vous disais, les tarifs, et on prend l'échelle de nomenclature, et on fait nos analyses médico-économiques en se basant sur les tarifs. Alors, ce qu'on peut, au niveau des coûts, comment est-ce qu'on peut raisonner quand on fait des analyses médico-économiques, c'est qu'on regarde par rapport à la stratégie de référence, quels sont les coûts supplémentaires ou les coûts qu'on va éviter. Alors, quels sont les coûts qu'on peut éviter? C'est pour ça qu'il faut avoir quand même en tête l'organisation de notre système de santé. Les coûts qu'on peut éviter avec une nouvelle stratégie, ça peut être les coûts de transport. Par exemple, si on compare une stratégie qui fait venir le patient toutes les semaines à l'hôpital pour une administration de médicaments versus une stratégie qui le fait venir toutes les 3 semaines, on va avoir certes des durées de séjour, un nombre de séjours qui va diminuer, mais on aura aussi, et ça parfois ça peut être très important dans certaines régions en France, une limitation des coûts de transport. On peut également, si on passe d'une stratégie où on toutes les semaines à une stratégie toutes les 3 semaines, avec une prise de sang toutes les semaines versus toutes les 3 semaines, on peut avoir également une diminution des examens complémentaires biologiques. Donc vous voyez que là, par rapport à la stratégie de référence, on va avoir un certain nombre de coûts qui vont être évités. Et puis de la même manière, on peut avoir des coûts supplémentaires, le nouveau traitement qui en général coûte plus cher que le traitement ancien, des examens supplémentaires de radiologie, des événements indésirables qui peuvent être beaucoup plus coûteux qu'avec le traitement antérieur. Et donc, quand on fait la différence entre les coûts supplémentaires et les coûts évités, on arrive à un coût net différentiel de la nouvelle stratégie. Alors, en France, en général, et c'est une recommandation de l'HAS, on se limite à ce qu'on appelle les coûts directs, c'est-à-dire vraiment les coûts liés à l'utilisation du système de santé. Donc, dans les coûts directs, il y a les coûts médicaux, qui sont tout ce qu'on a raconté tout à l'heure, et les coûts non médicaux, qui sont essentiellement le transport, et puis certains mettre également tout ce qui est le coût de ce qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale, comme les diététiciennes, les psychologues, mais dans la plupart des cas, on est incapable de le valoriser, donc on met juste le transport, parce que le transport, on a des grilles pour valoriser. Idéalement, il faudrait qu'on mette les coûts indirects, mais ça, on ne sait pas le faire. Qu'est-ce que c'est les coûts indirects? C'est des pertes de productivité qui sont liées aux arrêts de travail, l'impact, par exemple, d'un proche. Alors, ça peut être les pertes de productivité liées aux arrêts de travail des personnes malades,
mais ça peut être également les pertes de productivité liées aux arrêts de travail ou au non-retour au travail des proches qui vont pas travailler pour aider la personne malade. Ça peut être également les coûts lorsque les familles prennent des aides ménagères, des soignants qui payent de leur poche pour les aider. Et puis, théoriquement, dans les coûts indirects, on rajoute le coût humain et psychologique lié à la maladie, c'est-à-dire l'altération en fait de la qualité de vie des familles et des aidants. Mais tout ça, c'est coûts indirects qui sont parfois beaucoup plus importants que les coûts directs, mais on est incapable de les valoriser. Donc, dans toutes les analyses médico-économiques, dans la plupart des cas, on s'arrête aux coûts directs. Et donc, on prend le plus souvent une perspective système de santé. Alors, il reste encore des choses qui ne font pas consensus, en particulier, est-ce que dans les coûts directs, il faut qu'on prenne en compte les dépassements d'honoraires? Est-ce que dans les coûts directs, il faut qu'on prenne en compte tout ce que les familles payent et qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie? Les perruques, par exemple, où il y a souvent des dépassements, les prothèses, où il y a souvent des dépassements, qui sont certes remboursés par les mutuelles, mais comme les mutuelles, c'est les personnes qui les payent, normalement, il faudrait les rajouter dans le coût de la nouvelle stratégie. Donc là, ça fait débat. En tout cas, ce qui ne fait pas débat, c'est qu'on ne prend pas en compte les coûts indirects parce qu'ils sont vraiment trop compliqués à prendre en compte pour nous. Mais du coup, on se place jamais du point de vue de la société, on se place toujours, quasiment toujours, dans 95-99% des cas, du côté du système de santé. Voilà, ça c'est mon exemple avec la chimio-IV en hôpital de jour toutes les 3 semaines, avec un risque de neutropénie fébrile dans 6% des cas. Et la stratégie B, qui est un traitement oral responsable de diarrhée dans 12% des cas. Normalement, il aurait fallu que je vous mette le grade de la diarrhée pour pouvoir valoriser ces diarrhées. Et à chaque fois, vous voyez, il faut qu'on regarde la catégorie de coûts et qu'on valorise chacune des catégories. Je vous ai parlé des dépassements d'honoraires, des différentes perspectives, je vous en ai parlé aussi. Perspective assurance maladie, c'est ce qu'on fait en général. Collective, on le fait pas beaucoup parce que c'est compliqué. L'hôpital, c'est uniquement les coûts à la charge de l'hôpital, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Pour le patient en France, la plupart des maladies quand même chroniques et graves sont prises en charge en un ALD 30, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Aux États-Unis, en revanche, où la personne est son propre assureur, ça a beaucoup plus d'importance, et la société, on ne sait pas bien le faire. Et puis, il y a des choses qui sont quand même très compliquées à valoriser. Vous voyez, par exemple, sur la radiothérapie, les nomenclatures sont pas très précises. Et on a du mal à amortir le matériel, enfin économiquement parlant. Donc il y a vraiment des choses qui sont assez compliquées à faire. À chaque fois, il faut discuter et en général, quand on fait une analyse médico-économique, il faut vraiment s'entourer d'experts pour essayer de valoriser au mieux les coûts de ces deux stratégies. Vous voyez là, on essaye de valoriser une stratégie de radiothérapie A, une séance par jour, 5 jours par semaine, 7 jours consécutifs, versus quelque chose qui est innovant, mais avec un nouvel appareil qu'il faut amortir, qui permet 2 séances par jour, donc probablement plus de consommation de temps humain, mais uniquement sur 7 jours. Donc sur votre appareil, vous faites plus de séances. Donc vous voyez, là, ça a l'air simple comme ça, mais c'est une valorisation qui est un peu compliquée. Et il faut que vous réunissiez un groupe d'experts pour essayer de savoir qu'est-ce que vous allez prendre en compte dans l'analyse et selon quelle grille et selon quelle modalité vous allez valoriser vos deux stratégies. Un autre exemple très
très simple, c'est la consultation chez le médecin généraliste qui est à 25 €, c'est un tarif conventionnel. Si vous prenez la perspective que de l'assurance maladie, vous allez, dans une maladie qui n'est pas prise en charge à 100%, vous allez compter que 17,5 €. Si elle est prise en charge à 100%, vous allez la compter à 25 €, 24 en fait, parce qu'il reste toujours 1 € qui est pris en charge. Si vous mettez du point de vue de la société, c'est 25 €. Si vous mettez du point de vue collectif, pardon, c'est-à-dire moins le patient, ça fait 24 €. Donc vous voyez, en fonction de la perspective, vous n'allez pas mettre le même coût dans la catégorie que vous souhaitez valoriser. Enfin, lorsqu'on compare deux stratégies, en particulier lorsqu'on compare des stratégies qui ne sont pas diagnostiques mais thérapeutiques, la notion, c'est vous avez un choix d'horizon temporel à prendre, c'est-à-dire jusqu'à quand vous choisissez de compter les coûts. Est-ce que vous arrêtez au bout de 1 an? Est-ce que vous arrêtez au bout de 5 ans? Est-ce que vous arrêtez au bout de 10 ans? Est-ce que vous arrêtez au bout de 20 ans? Ben ça dépend de l'histoire naturelle de la maladie. Lorsque vous avez un cancer du poumon dont la majorité des patients est décédée au bout de 5 ans, vous pourrez prendre un horizon temporel de 5 à 10 ans. Lorsque vous comparez deux stratégies de prise en charge de l'hypertension artérielle, vous êtes obligé de prendre l'hypertension artérielle pour avoir des conséquences sur toute la vie. Vous êtes obligé de prendre des horizons temporels très longs. Vous voyez, ça c'est très important. Par exemple, il y a 3-4 ans, on a eu un nouveau traitement contre l'hépatite C qui était extrêmement coûteux, mais dans l'analyse médico-économique, lorsqu'on prenait un horizon temporel toute la vie, c'était un médicament qui était coûteux en valeur absolue, mais qui avait un très bon rapport coût-efficacité, parce que c'est un médicament qui permettait dans la majorité des cas, de guérir l'ensemble des patients avec une hépatite C, et donc d'éviter l'évolution vers la cirrhose, d'éviter l'évolution vers le cancer du foie et d'éviter des transplantations. Donc lorsqu'on prend en compte tout ce qui a été évité grâce à ce médicament dans l'histoire naturelle de la maladie non traitée, on comprend que le rapport coût-efficacité est extrêmement intéressant. Donc, je résume. Il faut décrire les stratégies vraiment précisément, vraiment en étant très précis sur le critère d'efficacité qu'on choisit de mesurer. Une journée, alors quand c'est décès, c'est facile, le patient est décédé ou il n'est pas décédé. Quand on rajoute des critères intermédiaires type le nombre de journées sans asthme, il faut vraiment définir ce qu'on appelle sans asthme. Lorsqu'on définit par exemple le temps jusqu'à cicatrisation, qui est un critère intermédiaire, il faut définir ce qu'on appelle la cicatrisation pour que on soit extrêmement rigoureux sur le critère d'efficacité. Il faut que les populations soient également parfaitement bien définies. Vous ne pouvez pas comparer deux stratégies avec des populations différentes. Vous ne pouvez pas comparer d'un côté les asthmes tout venant, de l'autre côté les asthmes légers. Ça, c'est tricher. Il faut bien identifier toutes les ressources que vous allez consommer pour chaque stratégie en vous limitant, comme je vous ai dit, en général, au point de vue du système de santé. Et une fois que vous avez identifié le nombre de consultations, le nombre de trajets, le nombre d'hospitalisations, bien valoriser sur le plan monétaire les ressources en identifiant bien sur quelle échelle de valorisation vous vous situez en faisant des choix. Des choix doivent être explicites. Comme vous voyez, on prend beaucoup d'hypothèses, mais on a le droit. On a le droit également de faire ce qu'on appelle des flowcharts ou de décrire la journée d'un patient, ce qui nous permet vraiment d'être sûr qu'on a rien raté. Et c'est pour ça aussi qu'il faut s'entourer de spécialistes du domaine qui nous permettent d'identifier l'ensemble de ces éléments.
On a des exemples dans le guide de l'HAS qui a été actualisé avec ça en 2020 et qui nous dit un peu lorsqu'on fait par exemple, parce que nous ce qu'on sait bien faire, enfin ce que moi je sais un peu bien faire, c'est tout ce qui est thérapeutique. Mais vous voyez que lorsqu'on va dans la sphère médico-sociale et sociale, il y a des règles un peu différentes et il faut qu'on pense à valoriser également les dispositifs médico-sociaux. Il y a beaucoup de ressources qui nous permettent de valoriser. Vous voyez là, je vous en ai mis quelques-unes. Vous avez le tarif des actes médico-techniques sur de la Sécu, vous avez la CCAM, le NGAP, le transport. Il suffit de dire où habite votre patient, de faire une moyenne de kilométrage et vous pouvez les valoriser. Pour les médicaments, les dispositifs médicaux, vous avez également des sites qui vous permettent de les utiliser. Et vous avez également l'échelle nationale des coûts, qui est je sais pas si vous connaissez, c'est un échantillon représentatif des établissements de santé et qui nous permettent d'avoir une idée d'un coût moyen de prise en charge pour toutes les pathologies. On sait par exemple qu'un séjour de 10 jours pour une DPCO, ça vaut autant. Hein. Alors, ça c'est vraiment macro. Certaines personnes disent que c'est trop généraliste et que ça ne tient pas compte suffisamment de la structure. Et certains collègues font du micro-costing. Alors, qu'est-ce que c'est le micro-costing? C'est de calculer vraiment de manière extrêmement précise les ressources utilisées. Allô? Ça marche? C'est fini. Là, apparemment, la passe en Oui, oui, ça marche. Oui, on vous entend. Bon, d'accord. Et donc, alors ça, je sais que moi, je trouve que voilà. Alors le micro-costing, moi, je trouve que c'est compliqué. Le micro-costing, c'est vraiment, il faut se mettre derrière une infirmière ou un kiné ou un médecin et décomposer ce qu'il fait tout au long de la journée pour la stratégie donnée. Et on compte, c'est du micro-costing, c'est un recueil exhaustif des ressources utilisées, tous les actes, produits consommés, consommables, réactifs, temps passé, charges, électricité, et on valorise. Ça permet d'obtenir un coût propre à un moment donné dans une organisation donnée. C'est beaucoup d'énergie, moi je trouve, pour essayer d'approcher au plus près. Alors c'est très précis, on sait au moins combien ça coûte. À produire, mais je trouve que c'est quand même beaucoup d'énergie. C'est les pharmaciens qui font du médico-économique aiment beaucoup le micro-costing. C'est plus dans leur culture, je dirais. Je sais pas s'il y a des pharmaciens parmi vous. Enfin, c'est plus dans leur culture d'analyse médico-économique. La modélisation. Alors là, c'est là où on s'amuse, que moi, ça m'excite. Parce que pour l'instant, ce que je vous ai dit, c'est quand même des grands principes qui sont super simples. C'est vous comparez deux stratégies, donc vous définissez bien vos stratégies, vous vérifiez bien que vous êtes dans des populations équivalentes. Après, vous regardez ce que vous allez consommer. Après, vous valorisez ce que vous allez consommer, c'est-à-dire vous dites, de chaque côté, j'utilise une numération et je dis que la numération elle vaut 10 €, mais elle vaut 10 € pour les mêmes stratégies, et je regarde mon différentiel de coût, mon différentiel d'efficacité. Mais c'est pas toujours si simple de réaliser ça, et donc, en gros, il y a deux approches dans les évaluations médico-économiques. Soit vous faites un essai randomisé, ou une étude de cohorte, et du coup, vous faites votre étude et l'analyse médico-économique n'est que une étude ancillaire, c'est-à-dire que parallèlement à la réalisation de l'étude, vous avez pris la précaution de recueillir les ressources consommées et donc vous comptez le nombre de séjours, vous comptez le nombre de consultations. Mais ce qui est beaucoup plus drôle, c'est de faire, quand c'est pas possible, parce qu'on n'a pas toujours
des essais prospectifs à notre disposition, de faire des modèles qui vont utiliser des hypothèses et des données issues de différentes sources. Et c'est ça qui est le plus souvent publié dans la littérature, c'est ce qu'on appelle des études basées sur des modélisations. Alors, quand j'ai commencé à travailler il y a une trentaine d'années, c'était vraiment quelque chose qui était très 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 marginal et ça intéressait vraiment pas grand monde. À l'époque, on faisait essentiellement de la minimisation des coûts, c'est-à-dire qu'on disait qu'il y avait deux stratégies qui étaient équivalentes. Grossièrement, on calculait les coûts et on prenait la stratégie qui était la moins coûteuse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un modèle? Un modèle, cette diapositive, elle est très importante. Un modèle, c'est une représentation simplifiée, donc c'est forcément simplifié. Ça n'a pas vocation à décrire toutes les possibilités de la prise en charge, qui est raisonnée, et au mot de raisonner, moi je préfère mettre, qui est médicalement pertinente, mais formelle, c'est-à-dire qu'on l'a écrit, du phénomène, de la stratégie que l'on cherche à analyser. Alors pour ça, il y a plusieurs outils. Là encore, le champ de la modélisation, il est énorme, hein, surtout maintenant avec les outils de l'intelligence artificielle. En gros, on utilise deux sciences un peu différentes. La science des mathématiques avec les modèles de Markov, qui est un mathématicien russe du siècle dernier, c'est la fin du siècle dernier, avec la théorie de la décision. Et puis l'épidémiologie. L'épidémiologie s'adapte mieux, par exemple, pour modéliser le comportement d'une épidémie. On a beaucoup de modèles en ce moment sur le Covid. L'objectif de ces modèles, c'est de donner une image simplifiée sur les données disponibles actuellement pour estimer d'un côté les coûts, de l'autre côté les résultats de différentes stratégies ou actions de santé, mais ce sera toujours en situation d'information imparfaite ou d'incertitude. Un modèle, il a vocation à aider à la prise de décision, à essayer de traduire de manière la plus formelle et la plus compréhensible une situation clinique, mais c'est toujours imparfait. Il y a toujours des hypothèses. Alors on peut s'améliorer, il y a plein de critères de qualité pour un modèle, hein. Il faut qu'il soit pertinent, il faut qu'il soit transparent, que vous donnez toutes vos données, il faut qu'il y ait une cohérence interne, c'est-à-dire que lorsqu'on change une donnée, ça bouleverse pas complètement le modèle, qu'il y ait une prise en compte de l'incertitude et surtout que ce soit reproduisible par quelqu'un d'autre. Alors, voilà. Je vous montre un modèle, alors très simple dans mon domaine, sur lequel j'ai travaillé depuis de nombreuses années, qui est le cancer du poumon métastatique. Alors, le cancer du poumon métastatique, comment vous prenez 100 personnes qui ont un cancer du poumon métastatique, comment vous pouvez le modéliser? En gros, quand vous avez un cancer du poumon avec des métastases, vous avez, et que vous commencez à avoir un traitement, vous avez trois situations différentes. Vous avez une situation où vous commencez votre traitement et vous n'avez pas encore progressé, vous n'avez pas encore le traitement marche et on contrôle la maladie, donc vous êtes en première ligne de traitement. Et puis à un moment donné, vous allez progresser, c'est-à-dire que le traitement va s'arrêter de faire effet, et donc vous allez progresser. Donc là, vous allez progresser, on va vous donner ou pas un traitement. Et puis à un moment après la progression, vous allez décéder. C'est une simplification extrêmement forte de l'évolution d'un cancer du poumon métastatique, où vous n'avez que 3 états. Et à un moment donné, tous les patients sont dans un de ces états-là. Les 100 patients sont au début, ils sont absence de progression, puis petit à petit, il y en a qui vont progresser, et puis il y en a qui vont décéder. C'est ce qu'on appelle ça, ces 3 états de santé, un modèle de Markov. Un modèle de Markov avec, c'est super simplifié, hein. Un modèle de Markov est caractérisé par des états de santé pour une population donnée. En l'occurrence, vous en avez 3.
À un moment donné, le patient doit être dans un des états de santé. Il peut pas être en dehors. Il n'y a pas d'autre, sinon vous avez mal décrit votre maladie. Il est forcément dans l'un des trois. Et c'est pour ça qu'on dit que les états de santé dans un modèle de Markov doivent, pour décrire bien la maladie, être exhaustifs et mutuellement exclusifs. C'est-à-dire, vous êtes dans l'un des trois et vous ne pouvez pas être en dehors et vous ne pouvez pas être dans les deux. Sinon, votre modélisation, votre description de la maladie, elle n'est pas bonne. Et à chaque cycle, on va voir ce que c'est un cycle, il y a une transition, c'est-à-dire que tous les mois, par exemple, dans le cancer du poumon, soit vous n'avez pas progressé et vous restez dans votre état de santé, soit vous avez progressé et vous allez dans l'état de progression. Dans l'état de progression, soit vous restez dans l'état de progression, soit vous avez décédé et vous décédez. Le décès est un état dit absorbant, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est décédé, on ne bouge plus. Et donc, au cours du temps, sur 100 patients qui vont être dans l'état absence de progression, on va partir de 100, 0, 0. Il va y avoir au fur et à mesure 80, 20, 0, 80, 20, 10 et ainsi de suite, jusqu'à extinction de la cohorte, ce qu'on appelle extinction de la cohorte, et que tout le monde soit décédé. Vous voyez, c'est ça la modélisation de Markov. C'est pas si compliqué que ça. Il faut bien connaître sa maladie, dire différents états de santé, faire en sorte qu'ils soient mutuellement exclusifs, c'est-à-dire on est dans l'un et on n'est pas dans l'autre, et exhaustif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une personne est dans un état de santé. Alors ça, c'est super simple. Vous voyez en haut, ça c'est sur l'évolution d'une cirrhose, par exemple. On peut faire des états de santé beaucoup plus simples, beaucoup plus compliqués, avec des traitements, plein d'états de progression, une évolution ici vers la cirrhose, une évolution ici vers la cirrhose décompensée. On revient en arrière de la décompensation, on fait une cirrhose. De la décompensation de la cirrhose, on fait une transplantation hépatique. De la transplantation hépatique, on meurt, mais aussi on peut mourir à n'importe quel moment du traitement. On peut mourir de la cirrhose décompensée. On peut mourir de la cirrhose pas décompensée. Donc vous voyez, ça, c'est un modèle hyper simple, mais sur lequel j'ai travaillé et qu'on peut publier et qu'on utilise encore maintenant. Et puis vous avez des modèles là, beaucoup plus compliqués. Ça, c'est un modèle de Markov dans l'hépatite C. Et l'intérêt de ça, si vous voulez, ça permet à partir des courbes ici de survie classique de voir comment vont se comporter dans le temps les 100 patients qui sont dans le bras traitement et les 100 patients qui sont dans le bras placebo. Vous voyez, ça nous permet d'extrapoler l'évolution de ces patients. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails techniques, mais il y a plein de méthodes qui sont utilisées pour pouvoir extrapoler, parce qu'un effet clinique, dans la plupart des cas, vous voyez, il s'arrête là, c'est des mois, il s'arrête à 12 mois. Vous voyez, à 12 mois, aussi bien dans la courbe rouge que dans la courbe bleue, 25% des patients sont vivants. Et les petits points, je vous rappelle, c'est des césures. Donc après, on ne sait pas très bien comment vont se comporter ces patients lorsqu'on va vouloir comparer ces deux stratégies. Alors il y a plein d'outils qui sont ici pour essayer de partir d'une courbe de Kaplan-Meier estimée à partir des données d'essai pour extrapoler les courbes de survie. Il y a plein de fonctions et on s'écharpe avec les biostatisticiens pour savoir quelle est la fonction qu'on doit utiliser pour essayer d'extrapoler les courbes de survie d'un essai. Ça, je vous l'ai déjà dit. Alors, les structures du modèle, c'est la même chose. Une fois qu'on a défini les états de santé,
Il va falloir également qu'on soit attentif à la population qu'on analyse. Je vous ai parlé de l'horizon temporel. Combien de temps on va faire tourner le modèle? Quelle perspective, ça c'est important pour les coûts. Quel comparateur, ça c'est aussi important. Et les utilités qu'on va implémenter dans ce modèle. Alors, voilà par exemple une représentation d'un modèle de Markov qui est sous une autre forme que celle que je vous ai présentée avec les états de santé. Vous avez ici la stratégie A, la stratégie B, un succès, un échec, un succès, un échec. Et pour chacun des états de santé qui arrivent ici, on va calculer un coût et une efficacité. Ici, bien sûr, on aura des probabilités de succès et des probabilités d'échec de la stratégie A et de la stratégie B qui seront tirées des données de la littérature. Voici un exemple. Par exemple, ici on compare deux stratégies. Une stratégie de référence où on a 60% de guéris, 40% qui restent malades après la prise en charge, à une stratégie alternative où on passe de 60 à 75% de guéris et à 25% qui restent malades. On calcule pour chacun des bras, pour chacun des états de santé, un coût, un quali, et donc un coût, un quali, on ramène à 100. Le nouveau traitement, c'est 3 000 € pour 16 qualis. L'ancien traitement, c'est 2 060 € pour 14 qualis. Donc là, on a payé un peu moins de 1 000 € en plus pour avoir 2 qualis. Donc voici des présentations. Alors il y a des logiciels qu'on utilise qui nous permettent d'obtenir ce type de représentation. C'est assez simple à réaliser. Alors là, l'horizon temporel, il n'est pas bien pris en compte par rapport au premier modèle que je vous ai montré. Mais l'intérêt, vous voyez, c'est que c'est quand même assez simple à faire. Alors, on peut multiplier les branches, comme dans le modèle sur l'hépatite C. Mais après, la présentation visuelle est complexe et on risque de perdre les patients. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment les modèles de Markov, parce que je trouve que les modèles de Markov, c'est quelque chose d'assez simple à imaginer au cours de l'évolution de la maladie. Ce qui est important, et ça, je vous montre en oncologie, mais on peut le faire dans plein de domaines. On peut faire des modèles de Markov pour la bronchite chronique obstructive. Donc là, c'est le BPCO qui n'a pas de symptômes, le BPCO qui a une décompensation, le BPCO qui décède. On peut le faire pour l'asthme, on peut le faire avec le diabète non déséquilibré, diabète déséquilibré, décès. Donc vous voyez, ça donne plein de possibilités. À chacun des états de santé, on va calculer une utilité moyenne et des coûts. Et on va définir ainsi l'évolution d'une cohorte de patients dans le temps de manière extrêmement élégante. Et surtout là, par rapport au modèle avec les branches horizontales, on n'est pas limité dans le temps. On peut vraiment le faire tourner le modèle sur 20 ans, 30 ans, la vie entière. Définition de sa santé, je passe. Les matrices de transition, c'est ce que je vous ai dit. On part de 100 patients et puis au fur et à mesure, ils vont se répartir dans les états de manière régulière. Et on va exprimer les résultats en différentiel entre les deux stratégies de coût. On revient à notre RDCR, différence de coût sur différence d'efficacité. Voilà, ça c'est un travail qu'on a fait, je pense, oui voilà, c'est le traitement
c'est sur le cancer du poumon, donc avec un modèle de Markov, avec un traitement de seconde ligne. Sur le cancer du poumon métastatique, on a 3 stratégies, 1, 2, 3, avec 3 médicaments qui ont à peu près la même efficacité en termes de survie, enfin qui ont exactement la même efficacité en termes de survie, le même niveau de temps de survie sans progression. En revanche, à la marge, il y a une petite différence en termes de quali qui est pas énorme, vous voyez, puisque l'erlotinib permet, ce qui est un traitement oral par rapport aux 2 autres qui sont des traitements intraveineux, permet d'améliorer un tout petit peu la durée de vie en bonne santé, le quali. On est à 0,42, alors que pour les 2 autres stratégies, on est à 0,41. On a calculé le coût des médicaments de chacune des stratégies, le coût de l'administration de chacune des stratégies. Ça, c'est un traitement oral, donc le coût est beaucoup moins important que les 2 chimiothérapies qui sont par voie intraveineuse. Ça, c'est le coût des effets secondaires. Vous voyez que le docétaxel, cet Taxotere, a vraiment des effets secondaires qui ont un coût beaucoup plus élevé. Ça, c'est le coût de la progression. Donc là, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Une fois que vous avez progressé, l'état progression coûte la même chose pour les 3 stratégies. Donc le total des coûts, vous voyez, il est important, il est plus important pour le docétaxel par rapport au traitement oral uniquement à cause du coût des effets secondaires. Et en revanche, pour le pemetrexed, il est plus important que pour le traitement oral uniquement à cause du coût de la drogue, qui est beaucoup plus cher que le coût du traitement oral. Et lorsque vous faites le rapport coût-efficacité, eh ben vous voyez que pour la stratégie erlotinib versus docétaxel, vous avez des coûts qui sont inférieurs pour un résultat qui est supérieur. Et donc là, on ne peut pas calculer l'ICER puisque, en fait, on a moins de dépenses, 36 000 versus 39 000, et on gagne 0,01 quali. Donc, on est super co-efficace. C'est une stratégie qui est dite dominante, l'erlotinib. Même chose pour l'erlotinib versus pemetrexed. On fait une économie de 6 700, on dépense moins pour un petit bénéfice, donc on est dominant. Et en revanche, lorsqu'on compare pemetrexed versus docétaxel, on paye beaucoup plus cher sans rien gagner. Donc ça va pas du tout. Vous voyez, donc c'est assez simple. Et ça, c'est assez simple. Une fois qu'on a bien fait ces démarches de manière rigoureuse, c'est quand même assez simple et ça nous permet de comparer des stratégies entre elles. En définitive, si on prend un cadran à quatre coins, quand on a 2 traitements, le nouveau traitement, il peut être soit plus cher que l'ancien, si l'ancien est là, et plus efficace. Donc ça, c'est la plupart des cas, on est là. On a des nouveaux traitements qui sont plus efficaces et plus chers. L'idéal, c'est d'avoir un traitement plus efficace et moins cher, mais c'est rarement le cas. Quand c'est moins efficace et moins cher, en général, on n'accepte pas. Et quand c'est moins efficace et plus cher, c'est encore plus facile de ne pas accepter. Quand c'est moins efficace et moins cher, on retombe sur ce que je vous disais au début du topo, sur l'histoire de coût-bénéfice. Est-ce qu'on peut accepter que certaines personnes aient un moindre bénéfice de la stratégie si ça coûte beaucoup moins cher? Mais sur le plan médical, en général, c'est 2 carrés, on s'en occupe pas. En fait, dans la grande majorité des cas, on est là avec un nouveau traitement qui est plus cher, mais plus efficace. Et le problème, c'est quel est le niveau de plus cher qu'on accepte pour une efficacité donnée. Et c'est ce qu'on appelle la valeur seuil. C'est ici, c'est ce que les anglo-saxons disent willingness to pay. C'est le willingness to pay des anglo-saxons qui est la disposition à payer. C'est-à-dire combien sur le plan sociétal on est d'accord
pour mettre ensemble de manière commune, de manière collégiale, pour avoir une efficacité donnée. Ici, le moins cher, moins efficace des économistes, c'est la disposition à accepter, ce que les anglo-saxons appellent le willingness to accept. Combien est-on prêt à perdre en efficacité pour réduire les coûts? En France, notre disposition à accepter, comme vous le savez, elle est très très faible, puisque un des exemples récents, par exemple, c'est les transferts qui ont été réalisés pour de l'hôpital de Mulhouse en avion ou en avion, en hélicoptère ou en train vers d'autres hôpitaux. C'est une action qui, en termes de santé publique, n'a, sur le plan, encore une fois, sur le plan purement médico-économique, n'a aucun sens, puisqu'on a dépensé des sommes astronomiques pour sauver peu de vies. Mais, parce qu'en France, on a une disposition, donc ça c'est très clairement l'évacuation des patients Covid graves de Strasbourg est une action qui a été chère, mais on n'était pas prêt à ne pas payer pour ne pas sauver, parce qu'on a une disposition à accepter qui est très faible, et donc on a préféré payer ici plutôt que d'accepter de ne pas payer en perdant de l'efficacité. Alors, les valeurs seuil, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Les recommandations de l'OMS, c'est de dire que la valeur seuil doit être fixée par pays par pays et doit tenir compte du PIB du pays. Et on prend comme seuil 3 fois le PIB. Alors, pour vous donner quelques ratios coût-efficacité, vous voyez par exemple que la dialyse, son rapport coût-efficacité, la dialyse rénale, son rapport coût-efficacité aux alentours de 50 000 euros par année de vie gagnée. C'est pas par Quali, là, c'est par année de vie gagnée. Donc par Quali, ça doit être aux alentours de 100 000. Les statines, c'est 20 000 euros par année de vie gagnée. Un traitement anti-hypertension dans le diabète de type 2. En revanche, c'est une action extrêmement coût-efficace puisque c'est de l'ordre de 500 euros par année de vie gagnée. En France, il n'y a pas de seuil. Officiellement, il n'y a pas de seuil, contrairement aux États-Unis, en Angleterre, par exemple, où le NICE, qui est un institut d'aide à la prise de décision des autorités de santé, le NICE, qui est un institut qui réalise beaucoup de modélisation médico-économique. En Angleterre, le seuil il serait entre 80 et 100 000 euros par année de vie gagnée. En France, on n'a pas de seuil et on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à mettre un seuil parce que on est prêt à mettre beaucoup d'argent pour des actions de santé. Alors vous voyez par exemple, je vous parlais du NICE. Vous voyez ici toutes les actions. Ça c'était il y a un petit moment là, ils ont élevé leur rapport coût-efficacité. Mais vous voyez que quand il y a une action qui leur paraît non coût-efficace, là, plus de 100 000 livres par année de vie gagnée, ces actions ne sont pas prises en charge par le système de santé. Ils ont clairement une valeur seuil officielle. Ah voilà, je vous disais que c'était très variable en fonction des pays, et puis ça évolue dans le temps. Alors une fois qu'on a fait ce modèle, qu'on a obtenu un résultat de rapport coût-efficacité, ce qui est très important, c'est la dernière étape de la modélisation, c'est de faire varier les paramètres du modèle dans des bornes qui sont médicalement pertinentes pour voir si le résultat change ou pas. Et théoriquement, pour voir si le résultat change ou pas, et également pour voir les conséquences d'un des changements sur l'ensemble du modèle. Théoriquement, si le modèle est bon, lorsqu'on fait bouger les bornes, le résultat doit bouger dans des proportions qui restent médicalement pertinentes. Si, par exemple, le nouveau médicament, vous augmentez son prix de 30% et que vous obtenez un meilleur rapport coût-efficacité,
c'est qu'il y a un truc qui cloche dans votre modèle et vous pouvez recommencer. Alors, ces analyses de sensibilité qui permettent de tester la robustesse des résultats, elles peuvent être univariées, c'est-à-dire qu'on fait bouger une variable après l'autre et on donne le résultat de chaque variable, ou multivariées, on peut faire bouger plusieurs variables en même temps. Alors, très important de les faire varier dans un intervalle qui est médicalement pertinent. Ça sert à rien de les faire varier plus ou moins 90%. Par exemple, le prix d'un médicament, en général, on le fait varier entre plus ou moins 30 parce que c'est la marge de négociation. Le prix d'une numération formule sanguine, vous la faites varier de 10% parce que ça va pas varier plus que ça. Et on a une présentation qu'on appelle sous forme de tornado. Et là, vous avez le résultat. Ça, c'est ce qui a été obtenu, le trait rouge, c'est ce qui a été obtenu avec le modèle de base. Donc, il est là. Et vous voyez que si vous faites bouger le prix du médicament, vous modifiez votre rapport coût-efficacité. Si le médicament vaut 14 000 $, votre ICER par Quali passe de 900 à 1100, donc c'est logique, hein, vous augmentez le prix de votre médicament, vous avez un rapport coût-efficacité qui est moins bon, il faut payer plus pour avoir la même efficacité, vous diminuez le prix du médicament, vous améliorez votre rapport coût-efficacité puisqu'il tombe à 600, il faut payer moins pour avoir la même efficacité. Et vous voyez que ici, par exemple, les effets secondaires liés au traitement ne jouent pas beaucoup. C'est vraiment le prix du médicament visuellement qui est l'élément le plus important pour qui fait varier le rapport coût-efficacité. Et puis pour finir, et après je pense que je vous aurais saoulé, il y a une technique qui s'appelle le bootstrap qui est vachement intéressante, qui consiste à par tirage au sort aléatoire des observations de l'échantillon initial, on les remet dans le modèle pour voir comment elles se comportent. En général, on fait 10 000, un échantillonnage de bootstrap qui est compris entre 1000 et 10 000. L'objectif, c'est d'obtenir plein de situations pour essayer d'améliorer l'incertitude, ce qui nous permet d'obtenir une présentation de ce type où, en faisant plein de situations données, on voit ici, alors là, vous voyez, ça, c'est des qualis, donc on est dans le carré en haut et à droite, et où on dit que globalement, on est en situation d'incertitude avec une action qui vaut entre 10 000 livres par quali et 30 000 livres par quali. Mais lorsqu'on demande au modèle de stimuler 5000 situations, et ben vous voyez, les 5000 situations se répartissent comme ça. Donc en gros, quand même, on est plutôt, dans la plupart des cas, entre 20 000 et 30 000 livres par quali pour cette action. Et donc dans les publications, dans la méthodologie, on demande de faire une technique de bootstrap à la création d'un certain nombre de situations. On peut également les présenter comme ça. Lorsque les situations se répartissent de manière équivalente entre les 4 carrés, ça veut dire que en termes de coût-efficacité, même si vous avez obtenu un résultat de l'ordre de 2000 € par quali, en vrai, ça se répartit et qu'en gros, les deux situations sont équivalentes en termes de ratio coût-efficacité. Bon, là, je vais passer. Et voilà, c'est fini. Je vous accorde que la modélisation, c'est un peu compliqué, mais c'est hyper excitant. Quand on commence à le faire, ça peut être extrêmement rigolo.